Idriss Aberkane. Ça, c'est un extrait d'un film. À votre avis, c'est lequel? Ouais, Docteur Folamour, hein, ou Comment j'ai appris à aimer la bombe. Et en fait, il a un mémo, ce monsieur, dans ce film, qui a vraiment été écrit par des chercheurs américains à la Rand Corporation, qui s'appelait Cible mondiale en méga mort. Méga death. Voilà. Méga mort, c'était, ça voulait dire 1 million de morts. Voilà, donc quand on faisait la guerre nucléaire, pour aller plus vite, on comptait en méga morts. Alors, on m'a demandé de parler du pouvoir. Marc Aurèle disait il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Et le pouvoir sur soi est supérieur au pouvoir sur les autres. C'est Marc Aurèle qui dit ça, le type empereur de Rome, à l'époque où Rome est la plus grande puissance du bassin méditerranéen. Il avait raison, parce que si vous avez du pouvoir sur les autres et pas de pouvoir sur vous-même, qui a du pouvoir sur vous-même? Si ce n'est pas vous qui avez du pouvoir sur vous, qui c'est qui a du pouvoir sur vous? Qui c'est qui vous dirige vos passions, votre connerie, ce que vous avez mangé le matin? On ne sait pas. Et donc, la question du pouvoir, elle commence là pour moi. Le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un jour, il y a un gamin qui est venu me voir et qui m'a demandé « Idriss, toi qui as fait un peu de géopolitique, à quoi elle a servi la Première Guerre mondiale ?» Vous avez déjà posé cette question ou pas? Elle a servi à quoi la Première Guerre mondiale? Elle a servi, mais alors totalement à rien. Vous êtes sur une des guerres les plus inutiles de l'histoire. C'est-à-dire, imaginez, vous avez un VRP qui arrive, vous avez le Jean-Claude Convenant de la guerre, et il vous dit « j'ai un projet, ça coûte 17 millions de morts. Tu signes ?» Vous dites « mais j'ai quoi en échange ?» T'as un abonnement pour le deuxième projet qui coûte 80 millions de morts, tu signes? Non, là, si vous n'êtes pas trop con, vous lui demandez non, mais j'ai quoi en échange concrètement? Une caisse de pinard, un écran plasma, un massage des pieds, je sais pas. Pour 17 millions de morts, on peut demander des choses, non? Et par exemple. Et là, le type, il vous dit non. Alors j'ai bien réfléchi. En fait, la meilleure invention. La meilleure invention, parce que la question qu'on peut se poser, c'est ça. Quelle invention la Première Guerre mondiale nous a amené? Alors, bon, il y a le lance-flamme, mais pour un gamin, je ne pouvais pas lui expliquer l'intérêt de... il y a le gaz sarin, mais pareil, non. L'avion, on l'avait déjà, hein. La voiture aussi. Non, en fait, la meilleure invention de la Première Guerre mondiale, j'ai beaucoup réfléchi, c'est le trench coat. Ça fait cher le manteau, quoi. Alors... ça, c'est une des origines méconnues de la Première Guerre mondiale. C'est la porte d'Ishtar à Berlin. Elle est visible au Pergamon Museum à Berlin. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est là, cette porte? Parce qu'en fait, les Allemands voulaient faire une voie de chemin de fer de Berlin à Bagdad pour s'approvisionner en pétrole. Et à l'époque, il n'y avait pas de pipeline, donc ils voulaient faire une voie de chemin de fer. Et les Turcs leur ont offert les vestiges qu'ils ont découverts sur cette voie de chemin de fer, dont cette porte d'Ishtar. Donc c'est la vraie, hein, c'est celle qui menait au jardin suspendu de Babylone. Et c'est un des témoins d'une des grandes causes profondes de la Première Guerre mondiale, puisque cette voie de chemin de fer de Berlin à Bagdad, elle devait passer par la Serbie, figurez-vous. Elle devait passer par la Serbie, et les forces de l'Alliance ont financé le nationalisme serbe. On ne s'attendait pas à ce que ça nous pète à la gueule, certes, ça nous a un petit peu échappé sur ce coup-là, mais l'idée était que cette voie de chemin de fer, pour les Français et les Britanniques, il ne fallait pas qu'elle ait lieu. Déjà à l'époque, le pétrole avait joué un rôle significatif, c'est évidemment pas le seul, mais un rôle significatif dans la Première Guerre mondiale. Alors, si j'en reviens à cette idée de la guerre, le pouvoir sur soi, le pouvoir sur les autres, je voudrais vous soumettre des idées un peu farfelues, parce que c'est un peu mon job, et je vais être très honnête, le message le plus important de toute ma conf est celui qui va s'afficher dans cette petite bulle, et il va être là pour vous apprendre un peu à manipuler des idées farfelues. Je suis très sincère avec vous, le message qui va s'afficher là, quand je vous l'aurai donné, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre une bière. Je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, ce que vous voulez, toute révolution, si c'est une révolution, ça passe systématiquement par 3 étapes, toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple.
Ouais, sur une salle de 500 personnes, il y a toujours quelqu'un pour dire non, c'est encore ridicule aujourd'hui. Vous trouverez une cagette de tomates mûres sur vos sièges. Mais bon, 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la citoyenne dans tout ça? Non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. Alors, Olympe de Gouges va se faire décapiter, donc on arrive dans le dangereux, mais pendant les 100 ans qui vont suivre, quand les femmes demandent le droit de vote, on rigole, quoi. Bon. 1889, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Donc du coup, les suffragettes, on les torture, on les incarcère, on les psychiatrise, et en dernier recours, on les tue. Donc là, on est en mode dangereux. Et aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Bon, sauf pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Je l'ai faite devant des préfets, cette vanne. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SM le plus proche. Ouais, tu visualises. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas synchrone, le ridicule, dangereux, évident. Il y a des zones pour lesquelles c'est évident et des zones pour lesquelles c'est ridicule. Alors ça, c'est très facile, évidemment, en rétrospective, de se dire ce qui est évident aujourd'hui et qui a été ridicule avant. Ça, c'est facile. Mais ce qui est très difficile, c'est de se poser la question de ce qui est ridicule aujourd'hui et qui pourrait devenir évident. Les soufis disent « le rubis est plus petit que la mine », ce à quoi j'ai envie de répondre « merci d'être venu », mais c'est vrai. C'est-à-dire que le rubis, c'est la révolution, et la mine, c'est les idées à la con. Bon. Si vous voulez trouver un rubis sans mettre les mains dans la mine, il faut aller chez le bijoutier. Mais ce n'est pas vous qui allez prendre la marge. Les révolutions, c'est pareil. Les révolutions sont indiscernables des idées à la con quand elles émergent. C'est-à-dire que cette triade, elle est tellement vraie que si une idée n'est pas considérée comme ridicule, ce n'est pas une révolution. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute révolution doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et pour un preneur de décision, c'est très dur de faire la différence entre une révolution et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos réactions que vous en manipulez tous les jours. Alors, c'est vraiment ça l'effort, quoi. Considérons des idées qui ont l'air ridicules, mais qui en fait pourraient devenir évidentes. En introduction, cette notion de pouvoir de la connaissance, la notion de guerre à la guerre. C'est une idée un peu bizarre, ça. Pour vous présenter cette idée, je vous présente mon copain le parasite. C'est Toxoplasma gondii, donc c'est un parasite de la souris, du chat et de l'homme. Et ce parasite-là, quand il arrive dans le cerveau de la souris, il lui fait aimer l'odeur de l'urine de chat. Voilà. Il fait que les souris qui sont parasitées par le Toxoplasma gondii aiment l'odeur de l'urine de chat et ont moins peur. Et les humains aussi, voilà, les humains qui sont parasités par Toxoplasma gondii, qui à part ça est totalement inoffensif chez l'homme, sauf chez les femmes enceintes, eh bien les humains parasités aiment aussi l'urine de chat. Voilà, tenez-le-vous pour dit. Et ils prennent aussi plus de risques. C'est assez marrant. On sait que, par exemple, les humains qui sont parasités par Toxoplasma gondii ont tendance à conduire plus vite. Voilà, vous pouvez toujours la balancer aux gendarmes sur l'autoroute. Du coup, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand une souris se met à avoir une passion invétérée pour l'urine du chat? Tôt ou tard, elle se fait... Voilà. Et c'est ça que j'aime bien chez ce parasite, c'est-à-dire que lui, il gagne à tous les coups. Il infecte la proie et le prédateur. Il s'en fout, lui. Il infecte la souris, il infecte le chat. Donc, quoi qu'il arrive, lui, la guerre entre les chats et les souris, je veux dire, Tom and Jerry War, il s'en fout complètement. Ce parasite-là, c'est pas son problème. Lui, il infecte proie, prédateur, les deux côtés de la ligne de front. Vous voyez ? Et du coup, il gagne à tous les coups. Ça m'a beaucoup inspiré, ça. Parce que il y a un autre parasite, en fait. Ce parasite-là, il ne fait pas beaucoup de morts chez l'humain, quoi. Mais il y a un autre parasite qui infecte les deux côtés aussi. Et ce parasite, il gagne à tous les coups. Quel que soit celui qui gagne, que ce soit le chat ou la souris, ce parasite, il va gagner, quoi qu'il arrive. Il est toujours gagnant, en fait. Et ce parasite, c'est la guerre. Moi, je suis biologiste de formation et c'est tout à fait le genre de question qu'on se pose en biologie. Par exemple, il y a un grand biologiste qui s'appelle James Lovelock qui considère que la planète Terre est vivante. Et c'est pas du tout idiot, parce qu'il se dit que la planète Terre régule sa température, régule tout un tas de paramètres physiologiques, le pH des océans, etc. Et donc, c'est pas idiot de penser que la planète Terre est à certains égards une dimension homéostatique, donc peut-être vivante. En biologie théorique, on se pose ce genre de questions pour d'autres phénomènes. Par exemple, est-ce que des idées peuvent être virales? Pas forcément vivantes, mais virales. Et est-ce qu'il peut y avoir des virus de l'humanité
qui, comme Toxoplasma gondii, bon, qui n'est pas un virus, qui est un parasite, mais qui gagne à tous les coups, qui infecte le gagnant et le perdant. Ouais, là, je vois des sourcils qui font de l'origami japonaise, mais c'est normal, parce que, je vous ai dit, idée ridicule, dangereuse, évidente. Moi, je ne suis pas là pour enfoncer des portes ouvertes. J'ai aucune valeur à ajouter si je vous amène des idées qui sont déjà évidentes pour vous. Je suis là pour vous amener des idées qui, a priori, on les fait escompter sur non pas votre pupille, ça c'est une autre activité que je fais les week-ends, mais... Il y en a qui se sentent coupables de l'avoir compris, cette vanne, on est d'accord. Je suis vraiment là pour vous montrer des idées un peu bizarres. Là. Imaginez que la guerre soit un parasite qui se nourrit de l'humanité. Et elle infecte le gagnant et le perdant. Elle s'en fout, la guerre. Elle gagne à tous les coups. Est-ce qu'on pourrait soigner ce parasite? Est-ce qu'on pourrait se guérir de ce parasite qui, comme encore une fois Toxoplasma gondii, infecte la souris et le chat et gagne à tous les coups? Évidemment, la question, c'est si la guerre est une maladie, parce que bon, la guerre tue. Il faudrait mettre ça sur les paquets, mais c'est le principe. La guerre, oui, c'est une maladie, elle tue. Bon, jusque-là, tout va bien. Si c'est une maladie, peut-on la soigner? Alors, pour la soigner, évidemment, il faut se poser la question du diagnostic. Pour diagnostiquer, il faut vraiment être sûr qu'on est infecté. Bon. Toxoplasma gondii, par exemple, quand vous êtes infecté, il va se placer dans une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale et qui est responsable du sentiment de peur. Et quand elle est détériorée, on a donc moins peur. Donc en fait, Toxoplasma gondii, quand il arrive dans le cerveau, il va essayer de s'emparer d'un centre précis du cerveau. C'est son job. La guerre, quand elle arrive dans notre cerveau, elle fait quoi? Elle s'empare de quel centre, de quelles ressources? Parce que le principe d'un parasite, c'est ça, c'est qu'il va détourner vos ressources. Vérifions qu'on est bien infecté par un machin qui détourne nos ressources. Attention, une fois, le parasite, quand il vous infecte, il ne vous le dit pas. C'est aussi ça le principe. Alors, question, quel est le point commun entre l'université de Stanford et le drone Predator là, que vous voyez à côté? Ça coûte le même prix, en fait. C'est-à-dire que pour construire l'université de Stanford, ou pour inventer le drone Predator, c'est 17 milliards de dollars. Donc, d'un côté, vous avez l'université la plus sexy au monde, et de l'autre, donc Facebook, Google, etc. Enfin, Facebook, c'est né à Harvard, mais ensuite sont installés à côté de Stanford. Google, Yahoo, Nike, ce que vous voulez. Et de l'autre, vous avez un drone Predator. Vous sentez que vous vous faites baiser ou pas, là? Donc là, le diagnostic, on peut commencer à le poser. Alors, attention, je ne dis pas que construire des armes, c'est idiot. Pas du tout. En fait, construire des armes, en général, c'est pour les gens les plus brillants de leur génération. Archimède, il faisait des armes. Léonard, totalement des armes. Pareil pour Tesla, qui est le Léonard de Vinci du XXe siècle. Tesla faisait des armes. Nobel faisait carrément des armes. Et Einstein aussi. Donc, en fait, le virus de la guerre, il est très exigeant. Il s'attaque à ce qu'il y a de mieux. Il va vous prendre les meilleurs esprits de son temps, toujours. Le virus de la guerre, quand il arrive dans le cerveau de l'humanité, c'est là qu'il tape, quoi. Alors, il y a des tas de gens qui se sont dit comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait essayer de mobiliser un peu ces ressources qu'on utilise pour s'entretuer pour d'autres choses. Alors, William James, grand psychologue américain, il a parlé d'un équivalent moral de la guerre. C'est tout à fait intelligent ce qu'il a dit. Il a dit, en gros, quand on est en guerre, on mobilise des ressources et des compétences et de la précision et de la persévérance à un niveau jamais égalé. Il n'y aura aucun moment dans l'humanité où l'humanité va être aussi innovante, preneuse de risques, persévérante que dans une situation de guerre totale. Ce qui serait super, c'est qu'on soit capable d'innover avec ce niveau de précision, mais sans s'entretuer, ce serait pas mal. Il a appelé ça l'équivalent moral de la guerre. Il n'avait aucune idée de comment le faire. Il a juste dit que ça serait bien de chercher. Eisenhower, qui lui, il a vu la Deuxième Guerre mondiale, le plus gros abattoir humain de tous les temps, et il a dit, moi ce que je vois, c'est que ce monde en armes qu'on a créé, parce qu'en plus on a créé une industrie autour de ça évidemment, dépense les rêves de ses enfants et le génie de ses scientifiques. C'est ce qu'il a prononcé dans son discours d'État de l'Union, son dernier discours, son farewell address, son discours d'adieu de son dernier mandat. Il a dit, moi je constate, en tant qu'ancien général et président des États-Unis, qu'on a effectivement une industrie excellente qui crée énormément d'emplois et qui est redoutable, sauf que le génie qu'elle mobilise, elle pourrait le mobiliser pour d'autres choses. Ça ne signifie pas qu'il faut la dissoudre, cette industrie, bien au contraire, mais ça signifie qu'il faudrait l'adresser à d'autres problèmes. Jimmy Carter, donc là vous voyez que c'est dans les deux camps. Eisenhower était républicain, Jimmy Carter démocrate.
Il va faire un discours en 77 en disant l'équivalent moral de la guerre. Il cite William James et il dit « Il faut que nous unissions nos efforts pour construire, pas pour détruire. » Et cette crise énergétique, 73, 79, eh bien, ça va être notre équivalent moral de la guerre. Ça va nous encourager à unir nos efforts pour construire plutôt que pour détruire. Donc, ce n'est pas une idée qui sort du néant. Vous voyez, William James, Dwight Eisenhower, Jimmy Carter, cette idée qu'on puisse mobiliser l'excellence qu'on mobilise en temps de guerre, mais en temps de paix. Donc, la possibilité qu'on ait des armes de construction massive. Dans la vidéo, vous avez eu Oussama Ammar qui vous a parlé des imprimantes 3D, la capacité à construire une maison comme ça en quelques heures. Ça, c'est une arme de construction massive. Mais ce n'est pas la seule. Bon, vous vous souvenez de ces fameuses images. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. On les a cherchées tant qu'on a pu. Non, il n'y en avait pas. Par contre, bon, la guerre en Irak a été ce qu'elle a été. Elle a eu les conséquences qu'on connaît. Mais je ne vais pas juger, d'autant que là, vous avez un grand conférencier, par ailleurs. Il a fait un TED, ce monsieur. Mais la seule question que je vais poser là, c'est qui utilise qui? Ça, c'est une vraie question de biologiste. Est-ce que c'est l'homme qui utilise la guerre ou est-ce que c'est la guerre qui utilise l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui a domestiqué la guerre ou est-ce que c'est la guerre qui a domestiqué l'homme? Qui est l'esclave de qui, en fait? Alors évidemment, vous dites, non mais c'est nous qui décidons de la faire, la guerre, c'est nous qui... Alors, en biologie, c'est pas toujours évident. Vous savez, il y a des parasites comme ça, chez la fourmi, il y a un parasite qui peut faire que la fourmi ait qu'une envie, c'est de retourner à la fourmilière, pour qu'elle infecte toute la fourmilière. Alors la fourmi, elle va se dire, non, c'est moi qui vais à la fourmilière. Mais non, c'est le parasite qui s'est emparé de son cerveau puis qui lui dit, retourne à la fourmilière. C'est un petit champignon tout à fait vicieux qui pousse dans le cerveau des fourmis. Et c'est tout à fait glauque. Et le champignon va vraiment s'emparer de la fourmi pour la faire rentrer dans la fourmilière pour qu'elle contamine tout le reste. Mais je veux dire, du point de vue fourmi, la fourmi, elle fait son job, quoi. Elle rentre à la fourmilière, elle a envie, c'est sa décision. Mais du point de vue du biologiste qui regarde la situation, non, c'est le champignon qui fait ça. Donc si on essaie d'avoir le même recul... Est-ce que le champignon de la guerre, il ne ferait pas le même genre de conneries avec nous? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Mais c'est de la question taquine, c'est de la question ridicule, dangereuse. Évident, je ne sais pas. Vous allez me dire, attendez, l'armée, son boulot, c'est pas de construire, c'est de détruire. Vrai ou faux? Faux. L'armée, quand elle construit, c'est plutôt bien gaulé. Je veux dire, ça, c'est Neuf-Brisac, bien avant le Pentagone. C'est en Alsace. Et c'est un fort, c'est le plus beau fort de Vauban. Et aujourd'hui, la beauté de ce dispositif fait que cette ville est visitée. L'armée, quand elle construit, elle est plutôt bonne en fait. Elle peut construire de façon très durable et très résiliente. Mais elle peut aussi construire vite. Elle peut aussi construire très vite. Là, vous voyez, ça, ce sont les ports Mulberry pendant le débarquement de Normandie. Les Alliés n'avaient pas de port en eau profonde, puisque les Allemands ont dynamité Cherbourg. Et donc, les Alliés, en 48 heures, comme ça, vont vous projeter un port en eau profonde. Parce qu'on est comme ça chez les Alliés. On fait et ça va marcher. Les mecs sont capables, comme ça, tac, de vous faire un port en 48 heures. Donc, l'armée, en fait, quand elle construit, elle peut construire très longtemps, très durablement, mais elle peut aussi construire très vite. Plus vite que n'importe qui d'autre. Ce génie militaire, en génie civil, il se trouve qu'on ne l'avait pas, quoi, la capacité comme ça à vous projeter un port en 48 heures au large des plages normandes. Donc c'est peut-être pas si idiot que ça, la possibilité de mobiliser certaines techniques du génie militaire pour le génie civil. D'autant qu'en fait, à chaque fois qu'on fait ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on change le monde. À chaque fois qu'une technologie militaire passe dans le civil, elle change la Terre entière. Les semi-conducteurs, ça a été inventé par l'armée, ça. Les moteurs de jet, autre invention militaire, développée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les satellites, invention militaire. Le radar, invention militaire. Et l'ordinateur, bien entendu, invention militaire. Sans oublier Internet. L'ARPANET, c'était au départ un simple principe de décentralisation des nœuds de décision américains en cas de guerre nucléaire. Et c'est justement les mêmes personnes qui ont inventé le terme « mégamort » qui ont inventé l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Parce que leur idée, c'était de décentraliser les nœuds de décision dans la machine de guerre américaine
pour qu'une frappe nucléaire ne puisse pas tout immobiliser d'un coup. Ça, 20 ans plus tard, ça allait donner l'Internet. À chaque fois qu'une technologie militaire passe dans le civil, elle crée des millions d'emplois, des milliards de points de PIB, et elle change la Terre entière. Est-ce qu'on pourrait généraliser ce processus ? C'est quoi une superpuissance ? Quand vous ouvrez un manuel de géopolitique, ça vous dit qu'une superpuissance, c'est un grand territoire maîtrisé et une grande population connectée. Voilà. Une superpuissance, c'est pas du tout d'avoir des armes de destruction massive. Pas du tout. La Corée du Nord a des armes de destruction massive, ce n'est pas une superpuissance. Donc la superpuissance, ce n'est absolument pas détenir ou non des armes de destruction massive. Le Pakistan a des armes de destruction massive, le Pakistan n'est pas une superpuissance. Les attributs de la superpuissance d'un point de vue géopolitique, c'est un grand territoire connecté, une grande population connectée. Alors on dit un territoire maîtrisé, mais par maîtrisé, on entend connecté. Et là, vous voyez, c'est une carte du monde la nuit, et vous voyez, toutes les zones éclairées sont des zones de pouvoir. Plus une zone est éclairée, plus c'est une zone puissante. Et même à l'échelle régionale, vous voyez que les zones les plus puissantes du Moyen-Orient sont les zones les plus éclairées. Donc en fait, cette notion d'armes de construction massive, elle paraît beaucoup plus évidente là d'un coup. Le pouvoir, c'est la capacité à avoir des infrastructures résilientes et efficaces, même efficaces sur le plan énergétique. Par exemple, l'Inde, vous voyez que l'Inde, c'est la seule zone en dehors de la triade avec le Japon, l'Europe et les États-Unis, c'est la seule zone qui a un territoire entièrement illuminé. Mais l'Inde n'est pas encore une superpuissance, malgré le fait que son territoire soit bien réparti en infrastructures décentralisées, parce que l'Inde n'a pas une population éduquée, connectée. Et c'est pour ça que l'Inde a investi dans des tablettes. Bon, avec le succès qu'on sait, parce qu'ils ont décidé de faire un métier qui n'était pas le leur, mais en tout cas, l'Inde s'est préoccupée de connecter sa population, parce qu'elle a parfaitement compris que c'était ça l'enjeu de la puissance pour elle. Et la Chine, si on prend le cas chinois, vous voyez que eux, leur territoire n'est pas complètement connecté. Eh bien, c'est pour ça que les Chinois investissent dans les trains à grande vitesse, et qui veulent même être les leaders mondiaux des trains à grande vitesse. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a ? On a le Pentagone. Le Pentagone, le budget climatisation des forces armées américaines, c'est 22 milliards annuels en dollars. Le budget clim, je pourrais vous lâcher le budget allume-feu barbecue aussi, mais bon, je ne suis pas là pour ça. Le budget clim des forces armées américaines, 22 milliards. Le budget du CNRS en France, c'est 5,5. Donc on peut faire des choses avec 22 milliards, c'est ça que je voulais dire. En fait, le budget total du Pentagone, c'est 740 milliards annuels. C'est-à-dire c'est 540 pour le Pentagone seul, et si vous rajoutez toutes les dépenses qui vont être fléchées vers la défense d'une façon ou d'une autre, recherche et développement, etc., eh bien vous atteignez 740 milliards annuels. Avec ça, vous éradiquez l'illettrisme, la faim dans le monde, la malaria, ce que vous voulez. Et si vous regardez les objectifs du millénaire pour le développement aux Nations Unies, ils sont considérés comme tous atteignables avec une dépense maximale de 70 milliards par an pendant 15 ans. 740. Peut-être que cet argent pourrait être dépensé pour obtenir un autre pouvoir. Parce qu'en géopolitique moderne, on ne parle pas du pouvoir sur soi et du pouvoir sur les autres, on parle du soft et du hard power. Le soft power, c'est la capacité à séduire, le hard power, c'est la capacité à violer, concrètement. Et évidemment qu'il faut avoir les deux, mais le hard power, en général, il sert, enfin pour une nation, j'entends, le hard power, il sert en général à dissuader. Si vis pacem parabellum, tout ça. Mais le soft power doit servir à conquérir. On conquiert beaucoup plus durablement une zone par la séduction que par la force. Demandez à ma femme. Je t'aime. Donc, c'est mon côté Colombo. J'ai déjà les sourcils. Ça va être très dur d'enchaîner là-dessus, mais bon, j'ai réussi la moule. Alors, voilà, si vous voulez, le sujet. Peut-on avoir un complexe militaro-industriel 2.0 ? Une évolution du complexe militaro-industriel. Il ne faut pas l'arrêter, le complexe militaro-industriel, bien au contraire. Léonard de Vinci, je ne voulais pas lui interdire de concevoir des armes. Bien au contraire, sa conception d'armes l'a amené à plein d'autres solutions pour d'autres problèmes.
Mais justement, cette source de connaissances énorme, gigantesque, qui est peut-être la source de connaissances civiles la plus abondante, la source de connaissances humaines, pardon, la plus abondante, pourrait être impliquée dans le civil. Alors, là, ce que vous voyez, par exemple, c'est la planète Mars, si elle était verte. Et là, c'est la planète Mars telle qu'elle est maintenant. Eh bien, vous voyez, au XXe siècle, le pouvoir, c'était la capacité de passer d'une planète bleue à une planète rouge. Ça, c'était le pouvoir au XXe siècle. Ça s'appelle les armes de destruction massive. Les armes de destruction massive, ce sont des technologies qui vous permettent de passer d'une planète bleue et verte à une planète rouge. C'est possible, on a ça. Ça fait même 70 ans qu'on a ça. Bon. Ça, c'est le pouvoir au XXe siècle. Est-ce que c'est le pouvoir au XXIe ? Non. Encore une fois, la Corée du Nord n'a pas le pouvoir au XXIe siècle, heureusement. Pour moi, le pouvoir au XXIe siècle, c'est celui qui va permettre d'aller dans l'autre sens. Passer d'une planète rouge à une planète bleue. Ça, c'est une techno qu'on n'a pas. Ça, c'est la connaissance qui vous permet de faire ça. Et là, il en faut un gros volume de connaissances pour faire ce genre de truc. Parce que c'est totalement inaccessible pour l'instant. Mais ce n'est pas inaccessible à nos rêves. Vous savez, c'est Walt Disney qui disait tout ce que des hommes... Enfin, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et Jules Verne disait tout ce que des hommes peuvent rêver, d'autres hommes le réaliseront. Eh bien, ça aujourd'hui, l'image que je vous montre là, c'est l'image du compte Twitter de la société SpaceX. SpaceX, la société d'Elon Musk, le patron de Tesla. Et Elon Musk, sur son pacte d'actionnaires, quand il a créé SpaceX, il a mis « Mon objectif, c'est d'aller sur Mars ». C'est lui qui a dit d'ailleurs « J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact ». J'aime bien ce mec. Et donc cette image-là, il l'a mise sur son compte Twitter, le gars. Pour dire, SpaceX a 4 millions de followers. Ariane Space, 40 000. Faut pas rire. Parce que vous voyez l'enjeu qu'ils se sont posés, évidemment qu'on n'a pas la techno pour faire ça. Mais là, vous avez un enjeu qui est fascinant. Le pays, imaginez qu'une nation développe cette capacité au XXIe siècle. Mais le monde entier va l'adorer, cette nation. Cette nation sera la nation la plus puissante sur Terre. Une nation qui développerait cette capacité à ensemencer une planète pour la faire placer d'une planète morte à une planète vivante, vous pouvez être sûr que cette nation-là serait de très très loin la plus puissante sur Terre. Alors c'est ça le pouvoir de la connaissance. On a eu plusieurs âges dans l'humanité. Vous avez eu l'âge de pierre, l'âge de la pierre polie, l'âge de la nouvelle pierre taillée, le néolithique. Ensuite, on a eu l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge du carbone 1 avec le charbon, l'âge du carbone 2 avec le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'âge de la connaissance. Par exemple, ça c'est quoi ça ? C'est le nouveau siège d'Apple. Ouais. C'est le nouveau siège d'Apple à Cupertino. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. C'est une petite plaisanterie à 4,5 milliards. Hein. Ils sont riches, les mecs. Ça vous montre à quel point ils sont riches, d'ailleurs, puisque c'est plus grand que le Pentagone. C'est plus grand que le Pentagone. Ça ne dépense pas autant, mais c'est plus grand. Et on peut faire tenir le Pentagone à l'intérieur. Quand ils téléphonent à leur banque, les mecs d'Apple, pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, à votre avis, la banque, elle répond quoi ? Bon. Voilà, c'est créditeur, déjà. Ça, c'est un bon point. La banque, elle répond, votre compte est créditeur. Il y a du liquide. Votre compte est créditeur du PIB du Qatar plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple. 220 milliards de dollars. Bitch. En cash, pour une boîte qui a été créée dans un garage. Apple, ils ne vendent pas du pétrole. Hein. Apple n'est pas ExxonMobil. Ils ne vendent pas du pétrole, les mecs. Aujourd'hui, Facebook vaut 3,5 fois total en bourse. Enfin, c'est même passé à 4 fois maintenant. Facebook vaut plus de 400 milliards en bourse aujourd'hui. Hein. Total vaut 92. Total, une société créée en 1927. Facebook créé en 2004.
Facebook vend des données. Total vend du pétrole. La donnée est beaucoup plus chère que le pétrole aujourd'hui. Si vous vendez de la donnée, vous êtes un nouveau pétromonarque. C'est pour ça que Google est aussi riche. Apple, alors vous allez me dire, oui, ils vendent des machines physiques, mais les machines physiques qu'ils vendent, elles valent beaucoup plus cher que leurs composants pris séparément. Et les composants valent beaucoup plus cher que la matière première prise séparément. Et le différentiel entre la matière première et la machine finie, c'est de la connaissance. C'est de la marque, du marketing, des brevets, de la connaissance. C'est immatériel. L'économie immatérielle, il faut bien comprendre, elle a toujours été là. L'économie de la connaissance, ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, de l'huile d'olive ou même de la monnaie. L'être humain échangeait le feu. Donner le feu à une tribu, c'était lui donner de la connaissance, lui apprendre à pêcher, lui apprendre où cueillir. Les hominidés, même avant Homo sapiens sapiens, ont échangé des savoirs bien avant d'échanger de la monnaie. Simplement, nous, on ne voit pas cette dimension immatérielle. L'économie immatérielle, elle a toujours été là. Il est impossible d'avoir une activité économique sans connaissance. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une activité économique si à un moment donné, il n'y a pas quelque part de la connaissance qui est mobilisée. Simplement, nous, les humains, on a un cerveau de primate. Notre cerveau, il a évolué pour voir d'abord le monde tangible, le monde matériel. Parce que c'est le monde matériel qu'on peut manger, ou qui peut nous manger. Donc l'évolution nous a vraiment forcé à voir d'abord le monde tangible. Et c'est pour ça que l'art abstrait est beaucoup plus chiant à regarder que l'art figuratif. Parce que l'art figuratif, c'est concret, notre cerveau comprend tout de suite. L'art abstrait, ça nécessite un effort. L'abstraction nécessite un effort intellectuel. Ça ne signifie pas qu'elle est impossible. La dimension abstraite de l'économie, elle a toujours été là, simplement, on a tendance à l'ignorer parce qu'elle nous demande un effort intellectuel. Si je reviens à ce siège-là, quand ils l'ont construit avec Norman Foster, parce qu'on ne se refuse rien, eh ben, ils voulaient que ça évoque la corbeille de fruits de l'Amérique, qui était le nom de la Californie. La Californie est un État agricole. Bien avant Hollywood, la Silicon Valley, les jeux vidéo ou même l'astronautique, la Californie était un État agricole. C'est encore là-bas qu'on fait le meilleur vin d'Amérique du Nord. Il faut la faire super vite ici. Donc ils ont replanté les abricotiers au centre et tout pour rappeler que la Silicon Valley, avant, c'était des vergers. Ça, c'est une influence du campus d'Apple. À votre avis, c'est quoi ? Ça, c'est Bagdad. Je vous avais parlé de la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad. Ça, c'est Bagdad, du temps de Charlemagne, ou du temps d'Isnogoud, ça dépend de vos références. Et c'était la Silicon Valley de l'époque. C'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un bon astrolabe, ça pouvait vous faire gagner 2 semaines sur votre trajet, donc ça se voyait en bas de bilan. C'était les computers de l'époque. Et il fallait les mettre à jour, figurez-vous. Il fallait aller à Bagdad pour faire mettre à jour son astrolabe avec les dernières observations célestes. Donc il y avait le logiciel et le matériel, exactement comme maintenant. C'est de là que vient le mot algorithme. C'était la latinisation d'un mathématicien arabe de l'époque qui s'appelait Al-Khwarizmi et qui a été latinisé en algorithmie. C'est de là que vient le mot algèbre, al-jabar. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi de là que vient le mot alcool et le mot alambic. Si. Ouais, les savoirs se sont perdus après. À mon grand regret, vous vous en doutez bien. Donc, c'était la capitale mondiale des mathématiques. Et c'était une ville totalement cosmopolite. Vous aviez toutes les religions, vous avez le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était juif, le deuxième architecte était zoroastrien, le financier était chrétien et le maître d'œuvre était bouddhiste. Putain, c'était une autre époque. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche, puissante et influente que Bagdad après. Beaucoup plus. Là, vous avez Bagdad qui ne creuse pas le sol. Pétrole, il s'en foutait complètement. Là, Bagdad ne creuse pas le sol. Bagdad creuse le ciel. Ils se sont installés en plein désert, parce qu'en plein désert, on voit très bien les étoiles. Donc, si vous voulez être la capitale mondiale de l'astronomie, c'est là qu'il faut être. The place to be. Quand on creuse le sol, au bout d'un moment, on touche le fond. Mais quand on creuse le ciel, à quel moment on touche le fond ? Vous savez, dans Le Petit Prince, il y a le gars qui compte les étoiles. Il va compter longtemps. Il y a 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie seulement.
il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Donc 400 milliards fois 1000 milliards d'étoiles dans l'univers observable. Ouais, vous allez compter longtemps, il n'y a pas de problème. Revenons à cette idée qu'on pourrait creuser le ciel. L'économie de la connaissance. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez une économie où quand je vous donne quelque chose, il m'appartient encore. Imaginez une économie où 1 et 1 font 3, littéralement. Imaginez une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Ça ne veut rien dire, mais on va le démontrer quand même. Bon, pour l'instant, ce que je vous raconte, c'est de la bullshit, hein, on est d'accord. Si je me pointais dans votre bureau, j'ai une super idée, une économie dont la ressource est infinie, et où 1 et 1 font 3, et puis qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Je dirais, écoute, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. Tu fileras ton nom à la RH quand même. Mais là, j'ai 15 minutes, je vais essayer de vous démontrer tout ça. Bon, une économie dont la ressource est infinie, pourquoi ? Parce que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Bon, ça change tout. Parce que le pétrole, c'est pas infini. Hein. Le jus d'orange surgelé, les carcasses de porc, la bauxite, le blé, c'est pas infini. Il n'y a rien de matériel et d'infini. Ça n'existe pas. Tout ce qui est tangible, tout ce qui est matériel est forcément fini. L'univers est très grand. Bon, l'univers observable, on ne parle pas des univers multivers, etc. Mais dans l'univers observable, tout ce qui est tangible est fini. Et en tout cas, sur Terre, c'est tout à fait le cas. Tout ce qui est tangible est fini, mais dans le monde immatériel, on peut avoir de l'infini. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une croissance infinie si on la basait sur la connaissance ? Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que l'être humain, il a un véritable désir d'infini en lui, qu'on ne peut pas lui retirer. L'être humain regarde les étoiles, explore, nos ancêtres partaient sur des canaux comme ça à la One Again dans le Pacifique sans savoir s'ils allaient trouver une côte. L'être humain a un désir intrinsèque d'infini, mais ce n'est pas dans le monde matériel qu'il va le trouver. Et quand ce désir d'infini tombe dans le monde matériel, il devient pathologique, surtout à notre époque. Parce qu'une croissance matérielle infinie avec une Terre finie, c'est pas possible. Alors on peut faire ce qu'on veut, c'est pas physiquement possible. Dans les océans, on sait qu'aujourd'hui, on utilise 1,8 fois la planète Terre. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Bon. Mais ça ne veut absolument pas dire que notre croissance doit s'arrêter. Alors, je ne suis pas du tout contre Pierre Rabhi quand il parle de décroissance. C'est de décroissance matérielle. Dans le monde immatériel, vous pouvez croître indéfiniment. Quand vous creusez un puits de pétrole, au bout d'un moment, vous pouvez dire « ça y est, j'ai sorti tout le pétrole du puits », mais à quel moment, par exemple, vous pouvez dire « j'ai extrait toute la connaissance possible » ? À quel moment vous pouvez dire « ça y est, j'ai extrait toute la connaissance possible » ? Si vous voulez remplacer connaissance par logiciel, par exemple, à quel moment vous pouvez dire « ça y est, j'ai écrit tous les logiciels possibles » ? À ce moment, il n'arrivera jamais, parce que l'ensemble des logiciels possibles, c'est un ensemble infini. À quel moment vous pouvez dire « j'ai écrit tous les livres possibles, peint toutes les peintures, tourné tous les films, fait tous les jeux vidéo » ? Et ça, ce sont des sous-ensembles de la connaissance possible. Donc on ne peut pas dire « j'ai extrait toute la connaissance possible ». Et c'est très bien de continuer à extraire de la connaissance. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, vous pouvez croire la Corée du Sud. Les Coréens exportent plus chaque année que les Russes. Quand j'ai commencé ces confs, ils exportaient 20% de plus. Aujourd'hui, ils exportent 100% de plus que les Russes chaque année. Alors qu'ils ont 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. Les Russes, ils ont tout en matière première. Pétrole, gaz naturel, bois, aluminium, strontium, uranium, bauxite. Enfin, bauxite, c'est de l'aluminium, diamant, mannequin... tout ce qu'il faut, quoi. Et malgré ça, ils exportent 100% de moins que les Coréens, enfin 50%, pardon, les Coréens 100% de plus. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils nous vendent ? Des disques durs, des écrans, des systèmes de guidage satellite, des choses basées sur la connaissance. Le plus gros porte-conteneur au monde, il a été fabriqué en Corée. Hein. Il est armé par CGA, CGM à Marseille, là, je ne sais plus comment on dit, il s'appelle le Jules Verne, mais il a été fabriqué en Corée. Et là, vous voyez Ubo Einstein, la mascotte du parc d'attractions sur la robotique à Séoul. Donc les Coréens, ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. Hein. Ce n'est pas un hasard, hein, parce que chez eux, il n'y avait rien d'autre à faire. Et maintenant, ça s'appelle le ministère de l'économie tout court. De toute façon, il n'y a pas de matière première en Corée. Eh bien, ils ont décidé d'aller taper dans le puits de matière première qui est accessible à tout le monde pour peu qu'on creuse. Et il s'appelle la connaissance. Et il rapporte beaucoup plus. Par exemple, ils cultivent les océans, les Coréens. Donc là, vous voyez au large... des côtes coréennes, d'abord des algues pour faire du biocarburant et ensuite pour faire des algues alimentaires. Alors, pourquoi ?
Parce que l'économie de la connaissance, elle a des règles très bizarres. D'abord, les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Si je vous donne 20 euros, ça fait moins 20 pour ma compta, plus 20 pour votre compta, moins 20 plus 20 égale 0, on appelle ça un échange à somme nulle. Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je suis en train de vous donner de la connaissance, elle ne sort pas de ma tête. Si la connaissance sortait de ma tête à chaque conf, vous auriez une aubergine à la parmigiane en face de vous. J'espère que ce n'est pas le cas. Il y a eu une vraie hésitation. Donc, c'est la base. Un briquet, on peut le donner qu'une seule fois. Du feu, on peut le donner plusieurs fois. Sa montre, on peut la donner qu'une fois. L'heure, on peut la donner plusieurs fois. Bon, l'heure, c'est immatériel. La montre, c'est matériel. La connaissance, on peut la donner autant de fois qu'on veut. C'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, c'est ce qu'on appelle en management la loi de Soudoplatov, d'après Serge Soudoplatov, qui l'a énoncée chez IBM en 84. Elle était connue des anciens, mais lui, il l'a dit d'une façon limpide. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Voilà. Si je partage une pizza avec vous, la part individuelle est inversement proportionnelle au nombre de gens. Plus on est de fous, moins il y a de pizza. Mais si jamais je partage avec vous une pizza de connaissance, et c'en est une, eh bien, la part individuelle de cette pizza de connaissance ne dépend absolument pas du nombre de gens présents. Si je fais rentrer 200 personnes de plus dans la salle, ça ne va pas diminuer votre part. Et là, si on en revient à la guerre, c'est super intéressant. Parce que l'origine la plus fondamentale de la violence, en biologie, je ne parle même pas chez l'humain, ce qui fait qu'un chien y grogne si vous taquinez sa gamelle, ou qu'un chat va siffler sur un autre chat, c'est que quand on partage un bien matériel, on le divise. Et que le bien matériel, ça soit une barquette de croquettes ou une escalope de mammouth braisée au miel ou un puits de pétrole, dans tous les cas, si moi j'en prends, ça en fait moins pour vous. La source la plus fondamentale de la violence en biologie, c'est le fait que quand on partage un bien matériel, on le divise. Dans le monde immatériel, ce n'est pas le cas. Plutôt une bonne nouvelle. Les échanges de connaissances, par contre, ils prennent du temps, ça c'est une mauvaise nouvelle. Et oui, faire un chèque de 20 euros ou un chèque de 20 millions d'euros, ça prend une signature dans les deux cas. Ça prend aussi longtemps de signer un chèque de 20 qu'un chèque de 20 millions. Les transferts de propriété sont instantanés, à tel point qu'il y a du trading haute fréquence aujourd'hui, dont la limite légale est la nanoseconde. On a le droit d'échanger un sac de riz 1 milliard de fois par seconde sur les marchés financiers aujourd'hui. Donc ça, ok, les échanges de propriété sont instantanés, mais la connaissance, elle prend du temps. Je ne peux pas vous donner cette conférence en une nanoseconde. Un transfert de connaissances, il demande du temps. Donc les échanges de savoir prennent du temps. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, contrairement aux échanges de propriété. C'est-à-dire que oui, si vous achetez un brevet, c'est un temps zéro, ça ne prend pas de temps, mais lire le brevet et le comprendre, ça prend du temps. Les combinaisons de savoir ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends 20 euros et que je les mets ensemble, ça fait 40 euros, c'est linéaire, 20 plus 20 égale 40. Si je prends un sac de riz et un autre sac de riz et que je les mets ensemble, ça fait 2 sacs de riz, c'est linéaire, 1 plus 1 égale 2. Mais si je prends 1 kilo de connaissances et un autre kilo de connaissances et que je les mélange, ça ne fait pas 2 kilos de connaissances, ça en fait 3. Parce qu'à chaque fois que vous regroupez 2 savoirs, vous créez systématiquement un 3e savoir, qui est au pire trivial mais non nul, ou au mieux révolutionnaire. Alors ça donne cette petite équation toute mignonne. Ouais, je vais faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des mathématiques en France qu'il est prouvé aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui dit en gros « n'essaye même pas ». Je sens qu'il y en a qui se sentent concernés. Alors, dites-vous bien que votre cerveau est comme un smartphone, vous pouvez désinstaller des applications. Votre cerveau, il a des applications qui ont été installées par le constructeur ou par vos parents, mais dans tous les cas, vous pouvez en désinstaller certaines. Le seul problème, c'est que le smartphone, il est gentil, il vous met la liste des logiciels. Votre cerveau, il ne vous met pas la liste. Donc c'est un vrai effort d'aller chercher la liste des logiciels à désinstaller. Et il ne faut pas tous les désinstaller non plus, bien sûr. L'adolescence, on appelle ça l'âge bête parce que c'est l'âge auquel on se rend compte qu'on peut installer et désinstaller des trucs. Alors évidemment, du coup, on fait n'importe quoi. Voilà. Moi, typiquement, j'avais une banane Lacoste en bandoulière. Voilà, bon, j'ai les vrais dossiers qui vont circuler ce soir, je préfère vous prévenir. Mais désinstaller cette impuissance apprise dans votre tête, cette équation, elle est super simple, tout le monde peut la comprendre. Elle dit juste savoir, K c'est pour savoir, knowledge en anglais, savoir A et B, le triangle veut juste dire et, savoir A et B ensemble, dans la même parenthèse, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. Ça, c'est super intuitif. Si vous remplacez A par étalon
et B par jument. On est d'accord que si vous avez un étalon et une jument dans le même enclos, tôt ou tard, ça vous fera plus que s'ils sont dans deux enclos séparés. Ouais, Bon, la connaissance, c'est pareil. Et c'est tellement pareil, en fait, que, par exemple, dans la génétique équestre, vous avez la vigueur hybride. C'est-à-dire que vous prenez un étalon arabe et une jument anglaise, ça va vous donner un beau anglo-arabe qui sera plus vigoureux que les parents pris séparément et qui sera meilleur en course, par exemple. Eh bien, cette vigueur hybride, elle existe aussi dans la connaissance. Quand vous croisez des connaissances, quand vous métissez des connaissances, eh bien, vous obtenez des savoirs qui peuvent être révolutionnaires. Et c'est typiquement ce qui a été fait à la Renaissance. La Renaissance, c'est une période historique durant laquelle le métissage des connaissances a été le plus intense. Parce que l'Europe, libérée de la sclérose, de la scolastique médiévale, où chacun était dans son domaine bien précis, a vu ses connaissances exploser. Et dans l'Antiquité, on a vu ça aussi. Un des corrélats du polythéisme dans l'Antiquité égyptienne notamment, c'était que chaque prêtre avait un savoir qu'il n'avait pas le droit de transmettre aux autres prêtres. Les prêtres d'Anubis, c'était l'embaumement, les prêtres de Thoth, c'était l'écriture, les mathématiques, d'autres, c'était l'architecture, ils n'avaient pas le droit de communiquer. Et quand Alexandre le Grand est venu, et qu'ensuite il y a eu les Ptolémées, qu'on a eu la bibliothèque d'Alexandrie, dont un des précurseurs était la bibliothèque d'Hermopolis, eh bien on a observé un métissage des connaissances absolument remarquable, parce que le fait d'avoir réuni tous les savoirs dans un seul lieu a créé une fécondité d'ordre général sur les savoirs. En gros, on a fait une partouze de la connaissance. Je savais que là, pareil, on sent que le rire, c'est là, hi, puis direct, vous regardez si les voisins ont rigolé, quoi, puis non, là, j'en assume l'entière responsabilité, il n'y a pas de problème. Alors, pour moi, la plus belle dimension de la connaissance, c'est la structure de son pouvoir d'achat. Je vous ai dit, imaginez une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Tiens, on n'a pas démontré ça encore. Je vais vous le faire deviner, c'est pour ça que j'ai laissé la slide vide. Là, on est en train de réaliser une transaction de connaissance. Je vous donne de la connaissance, là, maintenant, tout de suite, et vous me donnez deux choses en échange. Lesquelles ? De l'attention, très bien, et quoi d'autre ? Du temps. Alors, il y a des choses supplémentaires en bonus, ça peut être du feedback, ça peut être... mais ce n'est pas obligatoire. Mais les choses sine qua non, sans lesquelles il est physiquement impossible de télécharger un savoir dans sa tête, c'est l'attention et le temps. Alors, ça donne cette autre petite équation toute mignonne. Bon, elle ne mord pas. Elle dit juste la connaissance téléchargée dans votre tête est proportionnelle au produit de l'attention et du temps. Donc, phi de k, ça veut juste dire la connaissance téléchargée. Le signe au milieu veut dire proportionnel, c'est tout. Et A fois T. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'eau qu'on va sortir d'un puits, elle est proportionnelle aux efforts multipliés par le temps. Bon, elle est proportionnelle aux efforts. Bon, la taille du seau, le poids, ça va vous donner l'effort. Et puis, le temps que vous allez puiser. Si vous mettez beaucoup d'efforts et que vous puisez 1 minute, vous aurez un certain volume d'eau. Si vous mettez beaucoup d'efforts et que vous puisez des heures, vous aurez un gros volume d'eau. Ça, c'est un gisement de connaissances. Ça, c'est une source de connaissances. La connaissance que vous allez mettre dans votre tête à partir de ce gisement de connaissances, elle est directement proportionnelle à l'attention multipliée par le temps. Alors, cette équation, elle n'est pas parfaite. Elle ne prend pas en compte l'expérience, la consolidation, le sommeil. C'est une équation dite naïve, c'est la plus simple. Mais elle est déjà super intéressante. Parce que, pourquoi j'ai mis un produit déjà ? Pourquoi j'ai mis A fois T ? Parce que le produit, en mathématiques, ça a une propriété bien particulière, c'est la contagion du zéro. Contagion du zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites A fois B fois C fois D jusqu'à Z, et qu'une des lettres vaut 0, tout le monde vaut 0. Eh bien, c'est ce que je voulais. Si vous me donnez 1 heure de votre temps, mais que pendant 1 heure, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple, parce que statistiquement, il y a forcément une personne dans la salle qui va avoir « Let the music play » pendant 1 heure. Vous sentez que ça monte ou pas là ? Si vous me donnez toute votre attention et 30 secondes, il n'y a pas beaucoup d'échanges non plus. Donc on voit bien qu'il faut payer les deux. Attention fois temps. La monnaie de l'économie de la connaissance, ce n'est pas l'heure, c'est l'at. Et un at, c'est 1 heure à attention maximale. Et attention maximale, c'est très facile à définir, c'est quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez votre station. Quand vous êtes tellement pris par un bouquin ou par une partie de Candy Crush que vous ratez votre station, eh bien vous êtes à attention égale 100%. Et quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, et bien là vous êtes à attention égale 0. Et il y a un continuum évidemment entre les deux. Si vous voulez acheter un savoir dans votre tête, il faut payer en nat. Et l'at, eh bien on en a un revenu mensuel. On a un revenu mensuel d'at, de poche pour notre consommation personnelle. Mais si votre pouvoir d'achat il est en nat, le chômeur, il a plus de pouvoir d'achat mensuel que le salarié.
son revenu mensuel date de poche est supérieur à celui du salarié. Sauf si le salarié confond sa comptabilité personnelle et sa comptabilité d'entreprise. En natte. Qu'est-ce que ça veut dire confondre sa compta personnelle et d'entreprise en natte? Ça veut dire apprendre sur le lieu de travail des choses qu'on aurait voulu apprendre sur son temps libre. Typiquement ce qu'encourage Google aujourd'hui. Apprendre sur son lieu de travail des choses qu'on aurait désiré apprendre sur son temps libre. Ça, c'est mobiliser des actes professionnels pour sa consommation personnelle. Mais également, le petit Somalien, il n'est pas né avec 1 000 $ en poche, mais il est né avec de l'attention et du temps. Le petit Somalien, il a un pouvoir d'achat à la naissance dans l'économie de la connaissance. Alors attention, le pouvoir d'achat, ce n'est pas équivalent à l'accès au magasin. En économie, on sépare les deux. Si vous avez 1 million d'euros sur votre compte en banque et que les banques sont fermées, vous avez 1 million d'euros à la banque. En tout cas, pour le fisc, vous les avez. Donc en économie, on sépare accès au magasin de pouvoir d'achat. Le petit Somalien n'a pas le même accès au supermarché de la connaissance que nous, c'est vrai. Et encore qu'avec Internet, c'est en train de s'ajuster petit à petit. Mais il est né avec de l'attention et du temps. Pour moi, la plus belle conséquence de cette équation, c'est la condition à laquelle on maximise son pouvoir d'achat. Comment ça s'appelle quand on donne toute son attention et tout son temps à une personne? L'amour. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner un maximum de notre attention et de notre temps. Notre capacité à mobiliser des hâtes pour cette personne est maximale. Et notre capacité à maintenir une attention élevée longtemps aussi. Si c'est une corvée, ça va être très facile d'en être distrait. C'est ça la différence entre une corvée et une passion. Une corvée, très forte barrière d'entrée, très faible barrière de sortie. Très forte barrière d'entrée parce que c'est dur de commencer une corvée. Et c'est très facile d'arrêter. Une corvée, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Et en admettant que vous vous y soyez mis, dès que le téléphone sonne, vous arrêtez. Donc forte barrière d'entrée, faible barrière de sortie. Une passion, c'est l'inverse. Une passion, c'est très facile de commencer, et si le téléphone sonne, vous n'en avez rien à foutre. Donc très forte barrière de sortie. On voit la différence de compétitivité entre passion et corvée. Et en fait, ça, c'est un point essentiel, parce que, voyez-vous, la révolution industrielle, elle nous a laissé avec 2 énormes mensonges qu'on continue à entretenir par ignorance. Et ces 2 mensonges, c'est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Premier mensonge. Produire ou s'épanouir, il faut choisir. Ou bien tu es productif, mais tu seras dépressif. Ou bien tu es épanoui, mais tu es un glandeur. Voilà, tu es un traître au redressement national. Bon. En Asie, on le sent. En Asie, on le sent vraiment. C'est-à-dire que si tu es en train de t'épanouir, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que tu trahis l'économie de la ville. Ça, c'est le premier mensonge de la révolution industrielle. Et l'autre mensonge, on va le voir après, c'est nature ou emploi, il faut choisir. Alors, là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et on ne peut pas avoir les deux. Quoi qu'il arrive, l'emploi et la nature sont en compétition. On va voir que c'est totalement faux, ça. On va le démontrer. Mais pour en venir là, produire ou s'épanouir, faut-il choisir? L'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Là, normalement, je jette le micro et je me casse. Parce que quand vous aimez un domaine, votre capacité à maintenir une attention élevée dessus augmente. Si vous avez 5 heures pour apprendre un dossier et que pour une raison ou une autre, vous êtes amoureux de ce dossier, eh bien vous aurez 5 hâtes. Votre attention sera maximale. Le clampin à côté qui n'a aucune envie de se plonger dans le dossier, il aura peut-être 0,5 hâtes, parce que son attention sera minimale, même sur 5 heures. Donc votre capacité à télécharger de la connaissance augmente quand vous aimez ça. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui était connu depuis l'Antiquité. Alors évidemment, juste en dessous l'amour, il y a l'addiction. Et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus 5 minutes. Si vous voyez un cas qui vous revient dans votre vie personnelle. Donc évidemment, il y a des médias qui sont redoutables pour capter l'attention et le temps. Et ces médias, ce sont les jeux. Et pas que les jeux vidéo. C'est connu depuis l'Antiquité que les jeux sont des aspirateurs à hâte. Les Grecs, quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux olympiques. Toutes les cités regardaient et on avait la paix. Les Romains, quand ils voulaient avoir la paix dans la cité, ils faisaient les Jeux du cirque. Tout le monde regardait et on avait la paix. Et encore aujourd'hui, quand TF1 veut vendre un encart publicitaire, on est bien d'accord qu'ils ne mettent pas un cours au Collège de France. Ils mettent des jeux. Soit des jeux télévisés, soit du foot, qui est un jeu. Et on est d'accord qu'une finale de Coupe du Monde de foot va capter beaucoup plus d'attention et de temps en une fois que tout le monde universitaire en 10 ans. Et c'est pour ça que Neymar est beaucoup mieux payé que moi. Ne rigolez pas, c'est pas censé être drôle. Même d'un point de vue architectural, si on était un extraterrestre qui étudiait la planète Terre, on serait obligé d'admettre
qu'aujourd'hui, ça fait totalement sens de construire des stades de 80 000 personnes, mais que vous ne verrez jamais quelqu'un construire un amphi de 80 000 personnes. Ouais, ben ça vous fait rire, ça ne devrait pas. Vous voyez bien que les jeux, intrinsèquement, sont redoutables pour capter l'attention et le temps. Et il faut s'en servir de ça. Parce que oui, les jeux vidéo aussi. Tenez par exemple World of Warcraft. En fait, il est tellement excessif ce jeu qu'il y a des concours de costards, et là, on appelle ça du cosplay. Ça, c'est la gagnante, c'est 200 000 € de prix pour ce costume. Mais c'est encore anecdotique, ça, parce qu'il y a des joueurs professionnels, figurez-vous. Pour d'autres jeux, comme Dota 2, StarCraft 2, il y a des joueurs professionnels, et ils peuvent faire jusqu'à 6 millions de dollars sur une compétition. 6 millions. Les dernières compétitions de Dota 2 sont même montées jusqu'à 8 millions, à l'heure où je vous parle. Et c'est pas fini, puisque en fait, chez Google ou chez Tesla, eh bien, on recrute les joueurs professionnels, figurez-vous. Elon Musk recrute des joueurs professionnels pour qu'ils apprennent à ses ingénieurs à les battre en intelligence artificielle. Parce que jouer à un jeu vidéo, d'un point de vue mathématique, c'est infiniment plus compliqué que de jouer au jeu d'échecs ou au jeu de Go. Et oui, ça paraît bizarre, parce que nous, on est conditionnés à l'idée que la souffrance est équivalente à la performance. On voit rapidement que sous la couette, ça ne marche pas forcément. Mais dans le travail, on se dit ça souvent. Et c'est faux. C'est-à-dire que d'un point de vue mathématique, faire une intelligence artificielle qui va battre un joueur d'échecs, on sait faire. Aucun joueur d'échecs humain ne sait battre les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. C'est fini depuis 1995. Pour le jeu de Go, aucun joueur humain ne sait battre les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. C'est fini depuis 2015. Pour les jeux vidéo, aucun ordinateur ne sait battre les meilleurs joueurs humains, aujourd'hui. Parce que vous prenez un jeu comme StarCraft 2, par exemple, une partie typique va durer 30 minutes, le nombre d'actions possibles, la diversité des actions possibles est de 50, et un joueur professionnel a 200 à 300 actions par minute. Ce qui signifie que le nombre de parties possibles est 50 puissance 300 fois 30. C'est très très gros comme chiffre. Le nombre de parties d'échecs, c'est 10 puissance 120. C'est une grille de morpion à côté. Donc, je sais que ça paraît bizarre, parce qu'on se dit vraiment qu'en société, aujourd'hui, un joueur de jeux vidéo, il a moins la classe qu'un joueur d'échecs. Ça va changer, parce que Harvard, aujourd'hui, a une équipe officielle de joueurs de jeux vidéo, figurez-vous. Une vraie équipe officielle, comme ils en ont une pour le basket et pour le baseball. Et Harvard a déclaré, un jour, nous aurons des quotas de recrutement pour les joueurs professionnels. C'est-à-dire que de même qu'un très bon basketteur, on va lui filer une bourse même s'il n'a pas de bonne note en maths, un très bon joueur de jeux vidéo, on lui filera une bourse aussi s'il est dans le top 1% mondial, ce qui est, encore une fois, extrêmement dur. Il ne suffit pas d'avoir une manette pour être dans le top 1%. Alors, si j'en reviens à World of Warcraft, à votre avis, combien de temps l'humanité a accumulé sur ce jeu? Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Allez, qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique, 240 ans? Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la France, 1500 ans? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation, 15 000 ans? Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je la fais aux États-Unis, celle-là, standing ovation direct. Plus ou moins que 15 000 ans? Allez, régalez-vous. De 2004 à 2014, l'être humain, l'humanité a passé 7 millions d'années sur World of Warcraft. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées chez Apple depuis 1976. Donc si je vous disais qu'un jour on pourrait créer le PIB du Qatar en jouant à un jeu vidéo, c'est ridicule, non? Alors, ouais, voilà, c'est un peu le moment Hello Kitty de la présentation. Mais vous n'avez pas de cœur. Parce que les meilleurs commentaires que j'ai eus chez les entrepreneurs français, c'était « Ah, elle est belle la chaîne !» Test de Rorschach pour patron de PME, quoi. Alors, ces bébés tigres, ils sont là pour illustrer un principe assez simple qui est que jouer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Point. Pourquoi? Ces bébés tigres-là, s'ils ne jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. La nature, elle ne fait pas de cadeaux. La nature, elle est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. C'est pas si vous avez échoué, vous revenez l'année prochaine. Non, c'est vous êtes mort. Donc, dans la nature, qui est beaucoup plus sélective que nos grandes écoles,
plus un comportement est précis, par exemple pour un chimpanzé, utiliser un bâton pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, ou bien utiliser des cailloux pour briser une noix, plus un comportement est pointu, plus le jeu va être sollicité pour l'apprendre. Pourquoi ? Parce que le jeu, c'est spontané, et parce que le jeu a un retour sur expérience immédiat. Comparez le jeu à une copie d'examen. Une copie d'examen, vous faites... Voilà, imaginez, vous avez 15 questions, typiquement, dans une copie d'examen classique. 15 questions. Première question, aucun retour. Deuxième question, aucun retour. 15e question, aucun retour. Vous rendez votre copie. 2 semaines plus tard, hors contexte, vous avez un retour. Ça vous fait donc 15 retours toutes les 2 semaines. Un jeu vidéo, un retour toutes les demi-secondes. Terminé. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion n'apprennent pas à piloter sur des copies d'examen. Alors, ils ont évidemment des cours de maths de cette manière-là, qui n'est pas la meilleure, mais un simulateur, c'est nécessaire pour former un pilote. C'est juste incontournable. On ne peut pas former un pilote sans simulateur. Pourquoi ? Parce que le temps d'apprentissage, si on avait un feedback toutes les 2 semaines, serait beaucoup trop long pour former un pilote. Et plus les connaissances vont devenir pointues, plus il va falloir un apprentissage où le temps de feedback est ultra intense. La fréquence de retour, c'est ça qui vous fait un apprentissage de qualité. Et il faut l'augmenter. Il faut de l'apprentissage haute fréquence, de même qu'on a du trading haute fréquence. Alors, au passage, tous les mammifères jouent pour apprendre, tous. Et plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. On me dirait, une corrélation, ce n'est pas forcément un lien de cause à effet, mais on a démontré un lien de cause à effet. Les dauphins jouent, les corbeaux jouent, les perroquets jouent, les poulpes jouent. Et bien sûr, les tigres ou même les gazelles jouent. Prenez par exemple ce petit piaf. C'est l'oiseau jardinier satiné. Quand il est amoureux, il fait un nid. En fait, alors je vais utiliser ma capacité de rebondissement conchilicole qu'on a testé tout à l'heure. En fait, cet oiseau, il a une petite plume bleue sur l'épaule. Vous allez tout de suite comprendre. Et cette plume bleue est très virile. Voilà, elle est un signe de masculinité exacerbée. Et en fait, il va l'amplifier en mettant des trucs bleus tout autour de son nid. Cette notion d'amplifier sa virilité existe aussi chez l'humain. Vous vous demandez vraiment comment je vais rebondir là-dessus. Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez, bande de vicelards. C'est le succès de la veste de costard, figurez-vous. Ce qui fait que la veste de costard, c'est un vêtement qui a très très peu évolué. Ça fait 150 ans que c'est plus ou moins la même. Des fois, la longueur change un peu, le nombre de boutons croisés ou pas. Mais je veux dire, c'est un vêtement qui a gardé une base quasiment du professeur Tournesol jusqu'à maintenant, quoi. Eh bien, la veste de costard, ce qui fait qu'elle marche aussi bien, c'est qu'elle amplifie la ligne en V, en fait. Vous savez, la carrure en V, c'est un déterminant sexuel masculin chez l'être humain, avec des épaulettes qui sont en plastique. C'est un Wonderbra pour homme, concrètement. Vous ne verrez plus jamais. Bon, bref. Alors, ce petit piaf, quand il est amoureux, il construit un nid richement décoré. Vous voyez, ce piaf, là, il veut choper, hein, concrètement. Et puis, il va danser autour de son petit nid, voilà. Et chez ce piaf, il y a un nid pour choper et il y a un nid pour élever les enfants. Ça vous rappelle rien ? C'est une blague en 2 temps, ça. Alors, qu'est-ce qu'il illustre, ce petit piaf ? Il illustre les 3 P de l'amour. Quand on est amoureux, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on va être plus précis, plus persévérant et prendre plus de risques. Précision, persévérance, prise de risque. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans la plupart des parades nuptiales un peu compliquées. Vous voyez, ce nid, il est au niveau du sol. C'est super risqué pour un oiseau, ça, hein, prise de risque. Aller chercher les bouchons de bouteille, et l'oiseau sait les dévisser en plus, figurez-vous, ça c'est très précis, c'est un QI élevé pour un oiseau, c'est de la précision. Et puis, persévérance, et oui, si jamais la femelle ne veut pas de lui, eh ben, il va recommencer. J'ai beaucoup appris de cet oiseau. Précision, persévérance, prise de risque. Eh bien, les Japonais ont ce concept-là qu'ils appellent ikigai. C'est en gros, fais ce que tu aimes, fais ce que tu sais faire, fais ce dont le monde a besoin et fais ce pourquoi tu peux être payé, parce qu'il n'y a aucune honte à ça. Et l'ikigai, donc la raison d'être, eh bien, c'est le summum de la compétitivité, selon les Japonais, mais c'est aussi le summum de l'épanouissement. Vous voyez bien qu'on peut avoir les deux, en fait. Et si on donne un petit exemple, je pourrais vous filer les slides si vous voulez. Hein. Je vous présente Wallace Chan, le plus grand bijoutier sur Terre. Et Wallace Chan, il n'était pas du tout prédisposé à être bijoutier puisqu'il était moine bouddhiste. Donc je vous parle d'un métier qui ne vous prédispose pas à taquiner de la pierre précieuse tous les 4 matins non plus. Ben, lui, un jour, il a eu le déclic, il s'est dit « je veux tailler des pierres, il n'y a rien qui m'excite plus que ça ».
Et ses parents lui ont dit, mais t'es dingue, enfin, je veux dire, t'as que ton sari, faut arrêter avec cette ambition-là, ça te mènera nulle part. Pendant plus de 20 ans, il va être obsédé par ça, il va aller à Hong Kong, faire des petits boulots, habiter dans une chambre de bonne, acheter des pierres, se faire arnaquer. Enfin, je vous passe les péripéties, tribulations de Wallace Chan en Chine, et il va avoir les plus grandes difficultés du monde à percer, mais quand il va percer, ça va vous donner ça. Le mec, il refuse des ventes à 210 millions de dollars. Il a fait un collier, c'est même pas celui-là, c'est un truc encore plus dingue que celui-là. 210 millions de dollars. Là, vous voyez, c'est pierre sur pierre, c'est-à-dire que les grosses pierres sont tenues entre elles par les plus petites. C'est pas du métal qui les tient, ce sont d'autres pierres. C'est genre la technique tenon-mortaise, quoi. C'est de la folie. Là, vous voyez une amétrine avec une petite sculpture à l'intérieur. Et là, une technique de taille qu'il a brevetée qui s'appelle la Wallace Chan, où il vous fait un petit portrait à l'intérieur d'une pierre. Donc, Wallace Chan, pour moi, c'est l'exemple parfait du cerveau humain dopé à l'amour. C'est-à-dire que c'est l'équivalent humain du petit Piaf qu'on a vu tout à l'heure. La bio-inspiration, c'est quoi? C'est la science qui vous dit que le plus gros gisement de connaissances sur Terre, c'est la nature. En fait, vous ne trouverez pas de gisement de savoir plus vaste et plus profond que la nature. Parce que la nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement. Vous savez, Apple, ils sont riches, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche et développement. La nature, elle en fait depuis 4 milliards d'années. Donc évidemment que les solutions qu'elle a découvertes sont complètement dingues. Et valent beaucoup plus cher que les solutions d'Apple, si on savait les commercialiser. La nature est une bibliothèque. Simplement, nous, on a brûlé les livres au lieu de les lire. Si vous filez un livre à un chimpanzé, il va le voir comme un objet physique, comme un objet tangible. Pour un chimpanzé, un livre, c'est un objet physique, ce n'est pas un objet intellectuel. Nous, on sait lire. On sait que la vraie valeur dans un livre, ce n'est pas son papier, ce sont ses lettres. On peut avoir un livre sans papier aujourd'hui. Il y a les PDF. Avant, il y avait la tradition orale. Un livre sans papier, c'est possible, mais un livre sans lettres, c'est pas possible. La vraie valeur dans un bouquin, c'est les lettres. Quand on partage les lettres d'un livre, on les multiplie. Quand on partage le papier d'un livre, on le divise. Si vous utilisez un livre comme un gisement de papier, vous allez le détruire. Si vous utilisez un livre comme un gisement de lettres, vous allez le protéger. La nature, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de pognon à faire. Vraiment, je parle d'une façon la plus terre-à-terre. Il y a plein de gens qui m'ont reproché d'utiliser les notions comptables, le pognon, le capital, dans la préservation de la nature. Et je leur disais, les gars, moi, le mec qui va au supermarché avec ses Tupperware, j'ai pas besoin de lui parler. Il pèse aucune part de marché dans la pollution mondiale. Si vous voulez résoudre la pollution mondiale, il faut parler le langage des pollueurs. Et le langage des pollueurs, c'est le bas de bilan. Quand vous arrivez et que vous leur dites, non, mais sans polluer, tu vas gagner beaucoup plus, je vous prie de me croire qu'il va vous écouter, le mec. La nature, si vous avez hérité d'une bibliothèque de votre grand-père, la meilleure façon de faire de l'argent avec, c'est pas de la vendre au kilo, c'est de la louer. Et c'est de vendre non pas le papier, mais les lettres. Si vous avez hérité une bibliothèque de votre grand-père et que vous êtes gourmand, vous allez vendre les livres comme ça au rabais. Mais ce n'est pas là-dessus que vous allez faire le plus d'argent. Imaginez, vous avez vendu un livre 10 balles, et en fait, il y a un expert qui arrive qui dit « Ouais, mais ce que tu as vendu, c'est une édition originale des Fleurs du Mal, ça coûte 15 000. » Ah oui, mais je l'ai déjà vendu, merde. La nature, c'est ça. C'est exactement ça qu'on a fait avec la nature. On a vendu des espèces, on les a détruites, quoi, pour faire un petit billet, alors qu'on aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus. Il ne faut pas opposer nature et prospérité. La nature est le meilleur modèle de prospérité sur Terre. Elle part d'une île volcanique vierge et elle vous en fait New York, la nature, avec des arbres, avec des services, avec des échanges d'énergie, de matière. La nature est le meilleur modèle de prospérité sur Terre. Un petit exemple, ça c'est du silicium imprimé par une algue, une diatomée. Il y en a dans l'air qu'on respire, là. Son squelette est en silicium. Quand une diatomée imprime du silicium, ça donne ça. Quand nous, on imprime du silicium, ça donne ça. La diatomée le fait dans un verre d'eau. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces Intel Core i7 qui flottent. Et elles flottent en nous narguant depuis 60 millions d'années. La nature est high-tech. Elle est tellement high-tech qu'on ne sait pas la reproduire. Je vais vous prendre un autre exemple au pif, la tour Eiffel. Elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Vous voyez, vous prenez le cylindre d'air qui contient la tour Eiffel, il est plus lourd que la tour elle-même. Et ce tour de passe-passe architectural et d'ingénierie, il est rendu possible parce que Koechlin, l'ingénieur en chef d'Eiffel, avait copié le tissu osseux humain. Donc il s'était inspiré du fémur humain. Et ça a donné tout un tas de planches intéressantes pour alléger les bâtiments en architecture.
Samsung étudie cette petite sèche parce que c'est le meilleur écran connu sur Terre. Nous ne connaissons pas d'écran plus performant que cette sèche à l'heure actuelle. Donc vous voyez, imaginez, c'est comme un devoir sur table. Le devoir sur table, c'est les nouveaux écrans dissertés. Vous avez 10 ans. C'est un examen compliqué, hein. C'est les gros joueurs qui peuvent y participer. Alors vous avez l'élève Samsung, vous avez l'élève Google, vous avez l'élève LG, l'élève Microsoft, l'élève Apple, puis ils sont tous là en train de plancher sur l'examen, hein, qui est super dur. Mais l'élève Samsung, dans sa petite poche, il a la petite sèche qui lui donne toutes les réponses. C'est donc une anti-sèche. Idriss Aberkan, humoriste. Mariage, première communion, bar mitzvah. Bon, cette blague à 2 balles est là pour illustrer un concept simple qui est le raccourci R&D. Avant, on faisait une bibliographie quand on voulait faire de la recherche. Maintenant, on fait une physiographie, c'est-à-dire qu'on va voir dans le vivant. On va aussi regarder les bouquins du vivant. Le vivant fait de la recherche, c'est même le meilleur chercheur sur Terre. Et ce chercheur, il faut lire ses productions, parce qu'elles sont brillantes. Allez, un dernier exemple. Bah tiens, je veux dire, là, on n'est plus dans la petite sèche. Je vous parle quand même de Léon de Bruxelles au départ, hein. On est sur un... Bon, et ben effectivement, on ne connaît pas de colle plus performante que le byssus de moule à l'heure actuelle. C'est-à-dire que cette colle que les moules utilisent pour s'agripper au rocher, c'est la colle la plus performante sur Terre. Elle est plus performante que les colles de la NASA, que les colles de l'armée. Elle fonctionne à basse température, haute température, résiste aux UV, résiste aux flambements et aux forces de torsion des vagues, etc. Et elle colle sous l'eau et sur surface non nettoyée. C'est complètement dingue. On ne connaît pas de colle aussi performante. Figurez-vous que c'est une soie, qu'elle est tissable, on peut faire des vêtements avec. Il y a une tombe à Budapest dans laquelle on a retrouvé des vêtements en byssus de moule. Donc il y avait toute une filière, on la jette aujourd'hui. Et c'est aussi le meilleur fil suturant connu sur Terre, d'où la petite blague « Eh les mecs, fermez les plaies avec le fil, pas le coquillage ». Allez, un dernier exemple, ce sera vraiment mon dernier. Ce petit coquillage est hautement toxique. Il est hautement toxique. Vous savez, en général, dans la nature, hein, ce qui est flashy est venimeux. C'est une règle. Hein. Ce qui est kitsch et flashy dans la nature a tendance à être vénéneux. Il y a plein de bébêtes qui respectent cette règle fondamentale. Les guêpes, les frelons, les abeilles, les amanites tumouches. Alors, ce petit coquillage ne déroge pas à la règle. Il est super toxique et une toxine foudroyante, ça n'a pas de prix en biologie. Hein. En biologie, une toxine foudroyante, c'est une balance de précision, si vous voulez. Ça vous sert à étudier les cellules avec un niveau de détail jamais atteint. Du coup, elle vaut une fortune. À votre avis, combien ? Au kilo, on va placer la barre très haut, on va partir de l'or, 35 € le kilo, 35 000, pardon, 35 000 € le kilo, qui dit mieux ? 250, c'est plus. 500 000, c'est plus. Allez-y, hein, c'est pas comme si c'était votre argent. Le million, c'est beaucoup plus. 10 millions, c'est plus. Allez, je vous laisse faire le calcul. « 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Et c'est même pas une vanne. Hein. Si vous comptez le nombre de sacs de terreau à géranium que vous pouvez acheter chez Truffaut avec 1 kilo d'or, oui, j'ai calculé ce chiffre. Ma vie, c'est de la merde. Eh bien, vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec un sac avec 1 kg de muconotoxine. Aujourd'hui, ce coquillage est vendu 3 $ sur les marchés en Papouasie-Nouvelle-Guinée comme souvenir. Ils pêchent le coquillage, ils le tuent et ils le vendent 3 $. J'ai un business model qui marche. Imaginez votre grand-père vous a cédé un Léonard de Vinci dans un joli cadre et vous dites « super, je vais devenir marchand de cadres ». Bon, allez, la conclusion de tout ça, c'est que je vous filerai le support, vous aurez d'autres conférences sur Internet, vous pouvez voir. C'est qu'en plus, la nature, non seulement elle nous humilie en permanence parce qu'elle fait de meilleurs produits que les nôtres, regardez les semi-conducteurs, les écrans, la nature nous met toujours 2 claques. Première claque, mon produit est meilleur. Deuxième claque, mon procédé industriel est meilleur aussi. La nature le fait sans polluer. La nature pollue zéro et elle fait de meilleurs produits en plus gros volume. Prenez le cas des semi-conducteurs, c'est frappant. Si on pouvait fabriquer des semi-conducteurs dans les volumes de la nature, enfin du silicium dans les volumes de la nature, mais on aurait des puces Intel dans nos chaussettes. Et c'est probablement ce qui va arriver d'ailleurs. Donc, on pourrait en plus abolir le déchet si on arrivait à produire comme la nature.
Si on produisait comme la nature, nous n'aurions plus de déchets et nous serions plus compétitifs. Ça, c'est la perspective de fin, si vous voulez. Alors, en conclusion, ça, c'est la nature. C'est la nature par Alphonse Mucha. Enfin, on m'a dit qu'il fallait dire Mucha, mais quand je dis Mucha, personne ne comprend. Quand je dis Mucha non plus. En fait, vous le connaissez, c'est le type qui faisait ces belles publicités Art Nouveau à la fin du 19e. Et il a fait aussi des sculptures. Ça, c'est la nature par Alphonse Mucha. Question, que peut-on dire de la nature d'après cette sculpture? Elle est bien gaulée, quand même. Bon, la nature est belle. La valeur économique de la beauté de la nature, c'est une évidence. Je veux dire, c'est pas dans le ridicule, c'est dans l'évident. Un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. Et c'est même pour ça qu'on s'est réunis ici, nous. Bon. Donc la beauté de la nature, je veux dire, c'est tellement évident qu'à New York, si vous arriviez en proposant de bétonner Central Park, les New-Yorkais diraient non. Même si vous sortiez des milliards de bénéfices, ils vous diraient non, on garde Central Park. Central Park, c'est plus grand que Monaco. Monaco, c'est le foncier le plus cher au monde. Les New-Yorkais refuseraient malgré tout de bétonner Central Park. Donc je veux dire, c'est déjà une évidence, ça. Mais au-delà, elle est entièrement en or, la nana. La nature, c'est une golden girl. Si vous bossez avec elle, vous êtes riche. De toute façon, si l'humanité divorce de la nature, elle ne pourra pas retourner habiter chez ses parents. Donc, ou bien on soigne notre mariage. Vous connaissez sans doute la blague des deux planètes qui se rencontrent. Alors, comment tu vas? Bah, pas très bien. J'ai chopé des humains. Donc j'ai de la température, c'est logique. Et l'autre planète répond: ah, t'as chopé des humains? T'inquiète, ça dure pas longtemps. Allez, en conclusion, tout ce qu'on a vu là, peut-on imaginer une économie de la paix qui soit plus rentable que l'économie de guerre, de sorte que même l'industrie militaire s'y intéresse et investit spontanément dedans, sans qu'on ait à la forcer? Économie de la connaissance, imaginez une économie dont la ressource est infinie. Bio-inspiration, imaginez que la source principale de cette ressource infinie, ce soit la nature. Eh bien, tout ce qu'on a vu là, ça se résume à une seule question. Nous, les êtres humains, comment on s'est appelés en tant qu'espèce? C'est quoi notre nom d'espèce? Homo sapiens, sapiens. Il n'y a plus d'excuses, là. On s'est auto-baptisé l'homme sage, sage. Parce qu'il y a eu Néandertalensis qui enterrait ses morts, qui faisait du feu, tout ça, mais nous, on s'est auto-baptisé l'homme sage, sage. Il faut assumer derrière. Ça fait 250 ans qu'on a décidé de s'appeler comme ça. La seule question à se poser, c'est ça. Est-ce qu'on est Homo sapiens materialensis? Non, ça fait 250 ans qu'on a dit qu'on ne s'appelait pas comme ça. Ou est-ce qu'on est Homo sapiens sapiens pour de vrai? Et allez, en conclusion, j'aimerais me livrer à une petite expérience avec vous. J'ai un peu dépassé. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, ça va vous dégourdir les jambes. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai beaucoup dépassé. Je m'en veux de vous avoir laissé comme ça, assis. Ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien ou ça fait pas du bien? Je m'occupe bien de vous, quand même. Hein? Bon, bah, vous tous levez, là, comme ça. Vous tous levez comme ça, là, bien en rang. Vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus dégueulasse d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci!